Donc, rebonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Donc, nous allons pouvoir commencer, même si il y a quelques personnes qui ne se sont pas encore connectées, mais je vais quand même démarrer ce webinaire. Donc, la thématique aujourd'hui, donc, c'est de vous faire un focus sur un certain nombre de biomolécules sans un arrière-bruit. J'espère que tout le monde m'entend. Alors déjà, avant de démarrer, excusez-moi, donc vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, l'idée, c'est que je déroule la présentation et puis, dans un deuxième temps, je pourrai répondre aux questions que vous m'aurez posées. Ah, là, c'est l'air de s'être calmé. Bon, ça y est, on avait un petit problème technique qui a l'air d'être résolu. Bon. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que n'hésitez pas donc à me poser des questions. J'y répondrai donc à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, donc les principaux thèmes que je vais aborder. Donc tout d'abord, je vais faire une rapide présentation de l'UMT Folies, même qui avait déjà fait l'objet d'un webinaire précédent. Mais pour vous rappeler à ceux qui ne connaissent pas la structuration que l'on a et le partenariat que l'on a avec un laboratoire académique du CNRS. Et puis ensuite, quatre thématiques. Donc un point sur ce que l'on appelle les émulsions de picrine. Donc qu'est-ce qu'une émulsion de picrine et l'intérêt de ces émulsions. Un point ensuite sur les émulsions multiples versus les émulsions simples. Donc qu'est-ce qu'une émulsion multiple, comment elle se prépare et quel est l'intérêt pour l'industrie. Un point sur les crèmes végétales. Et enfin, nous terminerons sur un petit focus sur la substitution à l'huile de palme. Alors, vaste sujet, mais quelques points d'actualité. Voilà. Donc, quand on parle de formulation, on parle effectivement de formulation pour le secteur alimentaire, mais également non alimentaire. Je rappelle aussi, et pour ne pas être redondante, nous avions fait un webinaire l'année dernière sur des polymères végétaux, sur notamment une gamme qu'a développée l'ITERG, la gamme PRIC, pour ceux qui connaissent. Donc, ces agents peuvent complètement être utilisés en tant qu'agents rhéologiques, texturants, dans la formulation. Donc, je ne reviendrai pas sur cette partie-là, donc dérivés lipochimiques pour des applications en tant que texturants, agents rhéologiques pour la formulation, et notamment la formulation pour des applications industrielles. Voilà, donc c'était juste pour préciser. Donc, on va être quand même pas mal centré sur des applications alimentaires, même si les passerelles sont assez, on peut tout à fait transposer ce qui va être dit aujourd'hui sur des applications industrielles, notamment les émulsions de picrine et les émulsions multiples. Alors, donc là, tout d'abord, présentation de l'UMT Folies. Donc les UMT, ce sont des unités mixtes technologiques. Ce sont, donc nous avons un label du ministère de l'Agriculture et nous avons structuré ce partenariat en 2014 avec le laboratoire CBMN, qui est un laboratoire CNRS basé à Bordeaux. Et nous avons centré notre partenariat sur la formulation des lipides et notamment tout ce qui relève des milieux dispersés, des colloïdes. Et donc, ça touche un certain nombre d'applications, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique. Donc, le principe d'une UMT, c'est vraiment de se ressourcer scientifiquement, donc de conduire des thèses en partenariat avec le laboratoire et puis petit à petit de développer des compétences et de réaliser du transfert industriel au travers de contrats de partenariat avec les industriels.
Donc quelques mots-clés donc sur ce slide. Effectivement, à prendre en compte quand on travaille sur ces aspects-là, tout ce qui va être enregistrement, novel food, dossier novel food dans certains cas, AMM, dossier d'autorisation de mise sur le marché, notamment pour, là je pense, j'ai un exemple en tête dans le domaine des produits phytosanitaires, sur lequel l'industriel avec lequel nous avons travaillé a déposé un certain nombre d'AMM. Donc vous voyez effectivement la substitution d'huile de palme, des agents texturants, tout ce qui est relatif à l'encapsulation de principes actifs et au relargage de principes actifs, l'utilisation de tensioactifs naturels pour effectivement, tant que faire se peut, limiter l'utilisation des additifs quelque chose dans les formulations. Réduction de matière grasse, on y reviendra au travers d'un exemple, mais réduction de matière grasse tout en conservant à la fois des propriétés rhéologiques et des propriétés de tasting, c'est-à-dire de goût, donc sans renier sur le goût des produits. Et puis donc les domaines des émulsions. C'est ce que nous allons voir. Un petit point aussi rapide. Donc, en termes de, je vous disais, le but d'une UMT, c'est de monter sur l'échelle de TRL et puis de petit à petit réaliser du transfert industriel. Donc, à la fois côté, donc à l'ITER, vous le savez, pour certains d'entre vous, nous sommes équipés de plateformes technologiques. Donc, pour des applications formulation pour des applications industrielles, nous sommes complètement en capacité de travailler des mélanges, de travailler des émulsions, et ce à l'échelle labo, petit pilote et également pré-série industrielle. Et dès lors que l'on passe sur des applications alimentaires, donc effectivement l'environnement requis, on est les bonnes pratiques de fabrication, salle blanche, nous ne sommes absolument pas équipés. Par contre, donc on est en capacité de réaliser les préfaisabilités à l'échelle labo, et ensuite pour ce qui est relatif au scale-up, au transfert d'échelle, là dans ce cas-là, nous travaillons avec des partenaires en sous-traitance pour réaliser des maquettes et des pré-séries, et vraiment pour aller jusqu'au produit fini, test consommateur. Alors, premier focus sur les émulsions de picrine. Alors, qu'est-ce qu'une émulsion, donc une émulsion, là en l'occurrence une émulsion d'huile d'en haut. Quand on travaille des émulsions, on a besoin d'utiliser des agents d'interface, donc qui peuvent être soit des tensioactifs, vous voyez, des petites molécules qui sont inférieures au nanomètre, mais on peut également utiliser des macromolécules pour stabiliser les interfaces, type polymères, voire des protéines, des caséinates par exemple, des protéines de lait qui sont souvent utilisées. Donc là, on est plutôt sur des macromolécules et non pas des tensioactifs qui vont venir se positionner aux interfaces. Et lorsqu'on utilise des particules, donc là de plus gros diamètre, entre 1 nanomètre et 10 microns, dans ce cas-là, on va parler d'émulsion de picrine. Je vais y avoir une autre slide. Bon. Les émulsions de picrine, donc les travaux qui ont été conduits dans le cadre de l'UMT, donc on a pas mal travaillé sur la valorisation des tourteaux. Donc là, en l'occurrence, deux illustrations au travers donc, des tourteaux de cacao, donc qui ont été préalablement délipidés, et également les tourteaux de noix, pareil, également délipidés au préalable, puis broyés avec une granulométrie adaptée. Donc la granulométrie est très importante, la délipidation et le taux de lipides in situ est également important pour stabiliser ensuite ces émulsions. Et donc, vous avez deux observations microscopiques de ces émulsions, donc huile d'en haut obtenue en utilisant ces tourteaux délipidés broyés comme agent d'interface pour stabiliser ces produits. Donc, nous continuons à travailler sur d'autres types de tourteaux, et notamment des tourteaux de colza et de tournesol, et des brevets sont en cours de dépôt. Alors, maintenant un focus sur les émulsions multiples.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas très rapidement, hein, donc des émulsions simples, donc vous avez les deux cas classiques, émulsion d'huile dans eau, donc c'est typiquement le cas du lait, ou émulsion eau dans l'huile, donc là on est plutôt dans le cas des beurres et des margarines. Et dès lors qu'on passe sur ce qu'on appelle les émulsions multiples, ben là effectivement on va trouver deux typologies. Donc les émulsions eau dans l'huile dans eau, hein, donc premier cas en bas à gauche, et les émulsions huile dans eau dans l'huile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les émulsions eau dans l'huile dans eau sont plus largement étudiées aujourd'hui, hein, et que les émulsions huile dans eau dans l'huile ont des applications limitées en food. Et donc, on y travaille plutôt pour des applications industrielles. Alors, l'intérêt de ces émulsions multiples, donc j'ai mis un certain nombre de mots-clés, hein, réduction de matière grasse, masquage du goût, encapsulation de principes actifs, maintien des saveurs, encapsulation d'arômes. Alors, qui dit encapsulation contrôlée et libération derrière. Et également tout ce qui va, donc là plutôt, comment dire, dans une réflexion R&D, on peut travailler sur des réactions haut débit avec, pour la mise pour la production pardon, de ces émulsions multiples. Il y a des travaux à ce sujet. Donc comment on fait? Alors de façon très très simplifiée, hein. Donc la première étape, on commence tout d'abord par réaliser une émulsion donc eau dans l'huile. Donc on obtient une première émulsion. Donc bien entendu, vous imaginez bien, il faut travailler le type de cisaillement, l'ordre d'ajout, et on reviendra ensuite sur les agents tensioactifs stabilisants et les agents épaississants. Et dans une deuxième étape, on va prendre cette première émulsion ainsi fabriquée, donc eau dans l'huile, que l'on va disperser dans une phase aqueuse, et ce pour obtenir donc l'émulsion multiple finale eau dans l'huile dans eau. Alors, bien entendu, comme pour tout ce qui relève des questions dès lors qu'on travaille sur les émulsions, et il en est de même lorsqu'on travaille sur les émulsions multiples, des problèmes de stabilité peuvent être rencontrés, et notamment des problèmes relatifs à la coalescence. Donc vous avez différents cas ici représentés avec, je dirais, la fusion des gouttelettes d'eau dans la gouttelette in situ, dans la gouttelette d'huile qui peuvent coalescer, également les gouttelettes d'huile entre elles qui peuvent coalescer, et finalement retomber ainsi sur une émulsion d'huile d'en haut. D'accord? Donc il faut vraiment stabiliser les interfaces pour maintenir le système. Donc, qui dit stabiliser les interfaces, dit utiliser des agents, alors des tensioactifs ou des macromolécules, voire même des émulsions de picrine, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, totalement utiliser ce même principe sur les émulsions multiples. Donc, il va falloir jouer sur la HLB. Donc, pour rappel aussi également, quand on travaille sur les émulsions d'huile d'en eau, donc il convient d'utiliser pour cette première étape des tensioactifs ou des agents aux interfaces qui présentent une HLB élevée. Et au contraire, lorsqu'on passe sur l'étape émulsion eau dans l'huile, dans ce cas-là, effectivement, il convient d'utiliser, enfin c'est en principe, hein, des tensioactifs ou des agents de surface avec des HLB faibles. Alors, ici, donc, un petit overview quand on parle de basse HLB, donc là, pour la première étape d'émulsification eau dans l'huile. Donc, vous voyez un certain nombre de tensioactifs qui ont été testés, donc des tensioactifs commerciaux tels que les SPAN, les monoglycérides, des lécithines, et le PGPR. Donc on y reviendra, le PGPR qui est un tensioactif de synthèse, le polyglycérol ricinoléate. Hein. Et donc, vous voyez qu'en fonction du pourcentage et la teneur en tensioactif
et la durée de la stabilité de l'émulsion, donc là on est sur un stockage après 7 jours, il apparaît que ce sont principalement les lécithines et le PGPR qui conduisent aux meilleurs résultats en termes de stabilité lorsque l'on travaille sur ces émulsions eau dans l'huile dans le cadre des émulsions multiples. Alors, le PGPR, le polyglycérol polyricinoléate, qui est très largement utilisé et dont un certain nombre d'industriels essaient de se passer, ou du moins d'en diminuer les teneurs, qui est un tensioactif de synthèse, sachant qu'en plus, il n'est autorisé que pour certaines catégories de produits alimentaires, donc on ne peut pas l'utiliser pour tout type de produits. Et donc, c'est vrai que c'est un tensioactif qui est très, très performant. Donc, vous voyez sur la droite, en fonction de la teneur, entre 0,5% et 2%, mais on a des particules et des granulométries très, très fines lorsque l'on augmente cette teneur en PGPR. Et donc, derrière, une meilleure stabilité des produits. On reviendra après là-dessus. Donc, si on continue sur les émulsions multiples, un des axes aussi dans un but de stabilisation de ces émulsions, c'est pour augmenter la stabilité des gouttelettes, c'est de travailler sur la gélification de la phase aqueuse interne. Donc, on va rajouter lors de la première phase d'émulsification dans la phase aqueuse des agents gélifiants tels que les alginates ou les carragénanes, par exemple. Sachant que les alginales, on doit travailler dans ce cas-là avec des ions calcium pour stabiliser, pour gélifier le système. Et dans le cas d'utilisation de carragénane, là, effectivement, il va falloir travailler, il va falloir chauffer le système pour, je dirais, polymériser, densifier le carragénane et obtenir la gélification souhaitée. Donc, dans ce cas-là, on obtient finalement ce qu'on appelle une émulsion multiple GOW, en l'occurrence gel oil water, c'est-à-dire que la phase aqueuse est gélifiée, donc c'est une phase aqueuse gélifiée dans l'huile d'en haut. Hein, voilà. Et ça reste une émulsion eau dans l'huile d'en haut, sauf que la phase aqueuse interne dans les gouttelettes lipidiques est gélifiée. Ici, donc, trois exemples de différents d'utilisation de tensioactifs, donc des protéines de lactosérum, des lécithines dans le cadre d'une émulsion eau dans l'huile d'en haut et les mêmes lécithines mais après gélification. Donc vous voyez finalement que le troisième solution est une solution très intéressante parce que l'on a des très fines particules dispersées et une très bonne stabilité en température entre 25 et 100 degrés. Alors, juste deux résultats qui sont que j'ai sortis d'un projet dans lequel on a été partie prenante, donc un projet européen qui s'appelle Terrific, qui s'est terminé. Alors, il y avait un certain nombre de partenaires européens et l'ITERG était partie prenante sur une tâche relative au développement d'émulsions multiples pour deux applications que sont les sauces pizza et des crèmes de fourrage pour gâteaux, avec un but, le but étant de diminuer la teneur en matière grasse. D'autres partenaires avaient également comme objectif de diminuer la teneur en sel. Hein. Donc diminuer cette teneur en matière grasse tout en conservant un aspect organoleptique adéquat pour le consommateur. Donc là, premier exemple sur les sauces pizza. En standard sur ces produits-là, on est environ autour de 13% de matière grasse. On a réussi, dans le cadre de ce projet, à diminuer de 30% la teneur en matière grasse en utilisant des émulsions multiples. Donc GOW, c'est-à-dire Gel Oil Water, hein, donc en gélifiant la phase aqueuse interne et également en rajoutant de l'amidon de pois ou de riz. Donc on verra après les résultats consommateurs. Donc là, c'était vraiment d'un point de vue purement technique hein, et de stabilité. Le deuxième exemple, donc une crème de fourrage pour gâteau. Donc on a des standards les témoins étaient à plus de 35% de matière grasse et 30% de sucre. D'autres partenaires travaillent également sur la réduction de la teneur en sucre. Et donc dans ce cas-là, nous avons réussi, en utilisant donc des émulsions multiples, gel oil in water, à diminuer de 30% la teneur en matière grasse.
Alors, bien entendu, l'aspect, je dirais, technique ne suffit pas, puisqu'ensuite, effectivement, il y a l'aspect gustatif, et donc les tests consommateurs, là, que vous voyez, ont montré que, donc, comparativement aux témoins, donc le témoin est en orange, les produits bleus reformulés avec les émulsions multiples, mais sur les sauces à pizza, donc, vous voyez que le consommateur a largement préféré ces produits reformulés versus le produit témoin. Alors que sur les fourrages gâteaux, ben là pour le coup, on a une plus forte proportion des consommateurs qui n'aiment pas, et neutre 26%, 23% qui aiment bien. Donc voilà, donc ça c'était les résultats consommateurs. Donc voilà, j'en ai fini pour les émulsions multiples. Un point rapide sur les crèmes liquides végétales. Donc pour dire qu'effectivement, c'est des axes sur lesquels nous travaillons. Donc il existe, on peut complètement, travailler et formuler des crèmes liquides végétales, donc des crèmes à partir d'huile de colza, d'huile de tournesol ou des mixtes d'huile végétale, en travaillant la nature de l'émulsion et la qualité, la nature de la matière grasse que l'on va travailler en formulation. Puisque le but c'est d'utiliser des matières grasses qui puissent être cristallisables, puisque ces crèmes liquides doivent pouvoir être foisonnées. Hein. Donc, contrairement aux laits végétaux, là on a une contrainte de possibilité de foisonnement derrière, et donc il faut vraiment travailler le mélange des huiles et d'assurer une cristallisation de ces matières grasses. Travailler également sur la taille des gouttes et bien entendu sur la nature des émulsifiants en utilisant, classiquement les protéines de lait peuvent être utilisées, mais aujourd'hui et demain, utiliser des protéines végétales qui se développent et qui vont se développer fortement dans les années à venir. Alors, qui dit protéines végétales dit protéines fonctionnelles, hein, pas forcément des protéines natives ou des protéines fonctionnelles, donc issues du fractionnement des protéines natives. Donc il y en a déjà un certain nombre sur le marché et c'est des produits qui vont se développer et qu'on pourra utiliser demain. Un point sur les substituts à l'huile de palme. Donc un petit focus sur c'est des choses qui reviennent, hein, vraiment. Donc on a vu des présentations donc à la Eurofadip l'année dernière sur les huiles entièrement, donc les huiles complètement hydrogénées, hein, les full hydrogenated oils, interestérifiées avec des huiles fluides pour faire varier les profils de teneur en souligne en fonction de la température, les profils rhéologiques via l'analyse DSC, donc on fera un petit point là-dessus. Également l'utilisation de beurre exotique, donc un certain nombre de produits apparaissent, hein, donc alors c'est sûr qu'effectivement certains coûtent cher, pour certains les filières sont encore balbutiantes je dirais, mais c'est pour vous donner une petite overview des profils d'intérêt qui peuvent être regardés je dirais, et puis un point sur le tournesol aestéarique. Alors, concernant l'huile de colza, donc là je vous relate en fait des travaux qui ont été présentés à EFL en 2016, donc des travaux qui ont été réalisés chez De Smet Balestra. Donc ils ont travaillé du colza, du full hydrogenated rapeseed oil, donc du colza complètement hydrogéné, donc je ne l'ai pas dit mais effectivement dans un but de ne pas avoir d'acide gras trans, hein, en travaillant du colza complètement hydrogéné, que l'on va, alors qui va être soit mélangé avec des huiles fluides, donc vous avez différents ratios, donc 20-80, 30-70, 40-60, et puis on verra ensuite derrière la comparaison entre des mélanges et des produits interestérifiés avec les mêmes pourcentages, hein, sachant que tu reviendras après sur l'interestérification. Donc là, l'intérêt, effectivement, c'est d'obtenir, quand on hydrogène complètement le colza,
on obtient des profils en acides gras donc qui vont être riches en acide stéarique, C18,0, et le fait de les mélanger avec le colza originel, c'est-à-dire le colza fluide, on va apporter du monoléate, du C18,1. Donc un profil et un profil nutritionnel intéressant et voilà, un équilibre nutritionnel d'intérêt. Alors, sur ce graphe, vous avez effectivement les courbes SFC. Alors, vous avez 6 profils de courbes. Alors, 3 profils en fonction des différents ratios colza full hydro et colza fluide, mais en mélange, ce sont les courbes pleines. Et en pointillé, vous avez les mêmes ratios, je dirais, mais en ayant fait subir une étape d'interestérification en mélange. Donc, si je prends par exemple la courbe rouge, vous êtes sur un mélange colza full hydro, 40%, 60% d'huile de colza fluide en mélange avec le profil RMN. Et la courbe rouge en pointillé, c'est le même mélange, mais après interestérification. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a des profils complètement différents, avec des pentes de fusion bien plus franches après interestérification, des points de fusion plus bas, et tout en ayant, je dirais, à basse température, entre 0 et 20 degrés, des teneurs en solide assez proches ou assez élevées. Hein? Les mêmes produits, mais par donc analyse DSC. Donc là, vous voyez également qu'on a des profils thermiques complètement différents, avec finalement les points de fusion des structures triglycéridiques à bas point de fusion qui vont migrer vers des plus hautes températures de fusion lorsqu'on interestérifie. Et pour les points de fusion les plus élevés, on va au contraire avoir un abaissement de ces températures lorsque l'on interestérifie versus les mélanges eux-mêmes. Alors là, c'est le profil SFC sur lequel ont été positionnés 2 produits commerciaux. Donc en violet, les margarines de friture, les cooking margarines, et en vert, les margarines tartinables. Et donc, ce qui montre, c'est que pour les margarines de friture, les profils EIE1, c'est-à-dire 40% de full hydro, 60% de colza fluide correspond bien. Et pour les margarines de table, là, on est plutôt sur le 3, pardon, 20% de full hydro, 80% d'huile fluide, ce qui est logique puisqu'on va augmenter la teneur en huile fluide pour augmenter la tartinabilité. Voilà, donc maintenant on va passer à d'autres alternatives en termes de nature de sourcing, d'autres types de sourcing. Donc je vous rappelle, le palme riche en palmitique, c'est 16,0. Des produits tels que le beurre de cacao et le beurre de karité qui sont riches en palmitique et en stéarique, qui sont utilisés malgré leur coût. Alors, je pensais, je verrai après, je vous montrerai un exemple dans une margarine qui est sortie. Et puis, vous avez d'autres produits comme le safou, l'huile de safou, l'huile de mafoura, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont également riches en C16,0 et en C18,0. Donc voilà, par exemple ici, vous avez l'huile de safou, vous avez le profil DSC de l'huile de safou, donc en rouge versus l'huile de palme. Donc vous voyez les pics exothermiques et endothermiques, on a des profils qui sont très très proches.
Alors, d'autres types de beurre, hein, les beurres exotiques, donc j'en ai listé 4. Hein, le beurre d'Ilipé, alors c'est des produits notamment qu'on raffine, alors pas régulièrement, mais qu'on voit passer quand même, hein, et qu'on raffine à l'Itergue, donc plutôt sur Oléane maintenant, notre filiale. Donc le beurre d'Ilipé, donc qui est produit notamment en Malaisie, Bornéo, Sumatra, qui a une composition qui est proche de celle du beurre de cacao. Donc vous voyez, avec une teneur en C18,0 de 43% et en C16 de 16%. Le beurre de cocoum, également 58% de stéarique. Le beurre de mangue, 44% de stéarique, 45% d'oléique et 6% de palmitique. Et le beurre de sal, qui est produit en Inde avec une teneur en stéarique autour de 45%. Alors là, ben justement, voilà, c'était un exemple. Donc, Saint-Hubert, on ne peut pas en faire la pub, mais bon, voilà, c'est fait, a sorti un beurre oméga 3 sans huile de palme, dans lequel, c'est juste pour donner un exemple, hein, a été rajouté 5% de karité. Hein. Donc, effectivement, ces beurres ont un coût, mais après, on peut travailler la formulation pour jouer justement sur les teneurs minimales qui permettent d'obtenir une certaine texture tout en restant dans un prix, je dirais, raisonnable. L'intérêt d'utiliser ces beurres, c'est qu'on a énormément on a beaucoup de C18,0, donc de stéarique. Donc on a, en augmentant la longueur de chaîne, en rajoutant 2 carbones comparativement au palmitique, au C16, ça permet d'en mettre moins tout en atteignant des performances rhéologiques d'intérêt. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Souvent la nécessité de passer par un tempérage. Hein, pour ceux qui utilisent le beurre de cacao, vous savez que ce sont des produits assez complexes et il convient de tempérer, de faire subir des rampes de température bien ciblées pour obtenir la le polymorphisme souhaité. Alors c'est sûr que pour certains de ces beurres, il y a peu ou pas de filière organisée, mais voilà, sachez que ça existe et sachez que ça commence à se développer, à être utilisé. Donc, je tenais à le notifier. Donc, bon, juste pour résumer, l'utilisation de produits full hydrogénés, donc bon, ben, l'intérêt c'est qu'on n'a pas d'acide gras trans. Couplé à l'interestérification, ça permet d'élargir la gamme des possibles en termes de polymorphisme. Alors après, bien entendu, quid de l'étiquetage, l'hydrogénation reste un terme à utiliser, voilà, à étiqueter, et donc quand on pense pour le consommateur qui dit hydrogénation, dit on va dire entre guillemets mauvais produit ou mauvaise image de marque ou acide gras trans, parce que ça c'est quand même bien, les consommateurs l'ont bien en tête, alors qu'on n'en a plus dans ce type de produit. Donc il y a toute une communication à faire autour de ces produits-là. Les beurres exotiques, on l'a dit, ce sont des alternatives possibles sur le plan fonctionnel, mais après quid du coût et de la disponibilité. Et puis, quelque chose que je n'ai pas forcément dit, on commence à le travailler, donc on commence à voir apparaître du tournesol stéarique. Donc, ce sont des cultures en développement. Donc, on travaille la mise au point. Donc, à suivre, je dirais, la mise sur le marché de ce type de produit, donc riche en 18,0. Et puis, les fractions correspondantes, hein, parce qu'on n'a pas parlé des fractions, mais ce sont des matières qui se fractionnent. Donc, on peut enrichir la teneur en stéarique par fractionnement. Mais voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Alors, je regarde, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Donc, je n'en vois pas. Alors, n'hésitez pas de toute façon, voilà, si suite à cette présentation, vous avez des questions à me poser en direct, vous avez mes coordonnées, donc je suis disponible pour répondre à vos interrogations, vos questions. Voilà. Je vous remercie à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir.